Et nous recevons le ministre de l'Économie et des Finances pour parler justement de ce projet ambitieux de transformation du coton malien. Monsieur le ministre, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui a motivé un tel projet? En tout cas, je vous remercie de nous donner l'occasion de nous adresser aux téléspectateurs, justement pour parler de ce projet ambitieux qui est issu d'une volonté politique, la vision du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui depuis les premières heures de la transition avait vraiment voulu mettre en chantier toutes les actions qui pouvaient tendre à pouvoir internaliser toutes nos actions de développement en vue de rendre au Mali sa souveraineté économique et son indépendance financière. Nous avons bien regardé que le coton du Mali, d'abord, quand on prenait les affaires, on ne produisait que 150 000 tonnes de coton. Il fallait nécessairement faire des efforts et coordonner des actions afin de pouvoir redonner au Mali la place de premier producteur de la sous-région. Donc on a mis des actions en œuvre et cela a contribué à ramener le Mali à une production record l'année dernière de 795 000 tonnes. La suite, c'était de transformer ce coton ici. Comme vous venez de l'entendre des bouches du président directeur général de la CMDT, 30% de la valeur ajoutée du coton aux distributeurs de textiles sont réalisés à partir du fil. Donc il fallait nécessairement que le Mali capte les 30% de valeur ajoutée qui nous échappaient. Donc grâce à la volonté politique du président de la transition, nous avons engagé des discussions avec nos partenaires chinois, Exim Bank et la société Qingdao pour voir dans quelle mesure ils peuvent venir nous accompagner dans la mise en œuvre de notre vision, qui est une vision de rendre au Mali son indépendance économique, tout en sachant tous les avantages que nous allons tirer à partir de cette activité. D'ailleurs, cela ressort dans le discours à la nation du président du 22 septembre où il a annoncé la reprise en main de beaucoup de sociétés. Parce que comme on l'a vu, en 2020, le Mali était en récession de moins 1,2%. Donc beaucoup d'entreprises avaient des difficultés, que ce soit la Comatex, UMPP, OMH. Donc il fallait nécessairement relancer ces sociétés et ensuite voir la vision, comment toute la chaîne autour du coton puisse être développée. Donc non seulement cette filature va être quelque chose qui va développer beaucoup d'activités autour, mais également la Comatex et UMPP, tout ceci auront des impacts par rapport à cette filature. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, quel est le statut de ces usines? Ce sont des usines maliennes ou chinoises? Comme vous le savez, le président de la transition a une vision très claire. Il faut essayer que le Mali essaie de développer ses propres capacités et pouvoir réagir et pouvoir avoir ses usines dans ses mains pour pouvoir orienter en interne la politique économique. Donc il va de soi que nous ne pouvons pas nous permettre de partager tous ces efforts. Donc c'est cette société, la Somafil, dont les statuts et la création a été signée aujourd'hui entre la CMDT et la société Qingdao. Le président a bien été clair, il faut que ce soit une société malienne. Et comme c'est la CMDT qui est dans le textile, la CMDT à laquelle participent donc tous les producteurs, donc que je salue d'ailleurs pour leur effort et leur engagement dans l'accompagnement de cette vision. Donc la CMDT détient 85% du capital de la société et la société chinoise Qingdao détient 15%. Et ces 15% ont été affectés à cette société justement parce qu'elle a l'expertise. Elle a une grande expertise en matière de filature dans le monde. Donc ils vont nous permettre de saisir l'occasion et de pouvoir travailler grâce à cette expertise. Donc la société chinoise à 15%, l'État du Mali à travers la Comatex à 85%. Et est-ce que l'État a suffisamment d'argent pour réaliser ce projet et respecter ses engagements vis-à-vis du partenaire chinois? Vous savez, ce qui a surtout fait, ce que les Chinois nous ont surtout dit qu'ils ont aimé, c'est que la filature, comme le textile, est un secteur qui s'autofinance. C'est un secteur qui s'autofinance. Le coût de l'investissement est de 354 millions de dollars en tenant compte de tous les investissements connexes, notamment dans le transport de l'électricité,
entre la centrale de Koutiala et l'emplacement de l'usine, la mise en place de deux centrales, etc. Peut-être qu'on va revenir dans le détail du contenu. Donc, c'est une société qui s'autofinance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a rencontré Exim Bank, avec laquelle on a échangé, qui est disposée à nous fournir les investissements nécessaires, les 354 millions de dollars nécessaires à un taux concessionnel sur 20 ans. Donc, dès que la production commence, la production suffit largement à rembourser les échéances. Et l'État a simplement donné sa garantie. Donc, c'est vraiment un système. Et quel est l'impact direct attendu sur les populations de ces usines? L'impact direct est énorme. Comme je l'ai dit, c'est une question de vision. Quand en 2020, on a vu qu'on était en récession de moins 1,2, on a dit qu'il faut axer ces efforts vers des secteurs qui entraînent toute l'économie. Voilà pourquoi le coton, la filière coton, a été un secteur qu'on a choisi. Et quand on regarde juste la filière coton, il y a 4 millions de Maliens qui vivent de ça directement. Les transporteurs, les aliments bétail, les huileries, les transporteurs, les assurances, les banques. Vous voyez, ça entraîne toute l'économie. Maintenant, quand on va venir à la filature, il y a déjà 5000 emplois directs. Et en matière de textile, il y a 10 fois plus d'emplois indirects. Donc, on va avoir 50 000 emplois indirects liés à cette usine. Donc, il y a une création d'emplois qui est directement sensible. La deuxième chose, c'est la création de valeur ajoutée. Donc, les 30% de la valeur ajoutée resteront ici et vont permettre à la CMDT d'investir. Parce que, comme les Chinois l'ont dit, cela nous permet de transformer juste 10% du coton. Quand on prend la moyenne de la production sur les 10 dernières années, la capacité des deux usines fait à peu près 10%. On était à moins 2% du coton qui était transformé ici, mais actuellement on va être à 10%. La valeur ajoutée qui va être générée, c'est des ressources internes sans oublier tous les impacts et fiscaux que nous allons avoir. Il va y avoir des paiements de TVA, des paiements d'ITS, des paiements d'impôts, etc. Et puis au-delà de ça, l'usine de filature est la base de toutes les industries textiles. Et comme cela a été évoqué dans les études et rappelé même ce matin par King Dao, le Mali a l'une des meilleures qualités de coton. L'une des meilleures qualités de coton. Donc tout le textile qui pourra être réalisé à partir de ces fils seront automatiquement achetés. Donc on va avoir des unités comme la Comatex avec lesquelles on va développer l'activité de production de textiles, notamment les tenues scolaires, les tenues militaires, etc. Dans le même temps, il va y avoir beaucoup d'industries connexes pour la fabrication des couches bébés, des serpillères, des serviettes, etc. Donc vraiment, il y a des impacts énormes. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Mais juste un dernier mot, si vous avez un mot sur les efforts consentis par l'État pour soulager les populations, en tout cas à faire face à la vie chère. Je ne peux pas vous laisser partir sans un mot quand même sur les actions et les efforts consentis par l'État dans ce sens. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce qui est en train d'être fait? J'avoue que c'est une question qui préoccupe au plus haut niveau les plus hautes autorités du Mali. Comme vous savez, le président, je l'ai rappelé lors de la conférence de presse de mardi, il dit chaque acte que vous posez doit impacter la vie des Maliens, à court terme ou à moyen terme. Si c'est des investissements, comme on vient de voir, ça va être à moyen terme ou à court terme. Donc, notre action doit impacter. Et aujourd'hui, le monde entier a connu des crises. Et le Mali a particulièrement connu certaines crises que d'autres régions n'ont pas connues. Mais cela n'a pas empêché le gouvernement d'avoir au cœur de son action de tous les jours comment soulager, améliorer les conditions de vie des Maliens. Voilà pourquoi on n'a jamais hésité d'améliorer les revenus. On a essayé d'augmenter les revenus des salariés, on a essayé d'augmenter le revenu des entreprises qui avaient eu les soubresauts, les conséquences de la crise Covid en faisant des remises d'impôts sur certaines entreprises et en essayant de payer le maximum de dettes intérieures de l'État pour permettre à ces entreprises de continuer à fonctionner. Nous savons qu'il y a certains ménages qui sont en détresse, qui ont des difficultés. On a prévu
de faire des paiements réguliers de 100 000 francs CFA à ces ménages. Et aujourd'hui, nous sommes à un encours d'environ 39 milliards de francs CFA sur ce domaine. Au-delà de tout ce qu'on a fait sur les revenus, on a également fait des efforts sur les prix. Ce qui fait qu'on va avoir un effet ciseau sur le coût de la vie qui doit normalement permettre d'apaiser et de soulager les Maliens. En ce sens qu'on a fait des subventions, notamment la réduction de la base taxable de l'importation en 2 vagues de riz, et la réduction de la base taxable en 2 vagues de l'importation de sucre. Lors de l'avant-dernier Conseil des ministres, nous avons été alertés que, attention, il y a des risques de pénurie sur le sucre, et automatiquement, on a mis en place une nouvelle campagne sur le sucre de 10 000 tonnes jusqu'au 31 décembre. Tout ce qui est huile, énergie, sucre, lait, viande, l'État est à peu près à plus de 200 ou 250 milliards de subventions directes sur ces produits pour permettre d'alléger la souffrance des populations. Et ce que je voulais ajouter, au-delà de ça, on a pris des mesures. Cette année, on a décidé de mettre à la disposition de l'OPAM 25 milliards pour assurer l'achat d'un stock d'intervention qui va lui permettre d'acheter des stocks très rapidement entre décembre et janvier et de constituer ces stocks et d'intervenir sur le marché au cas où les prix vont augmenter. Dans un deuxième temps, nous sommes allés voir nos partenaires qui sont prêts aujourd'hui à nous fournir du carburant, du blé et des intrants à des prix qui battent tous les records. Tout cela pour permettre d'apaiser les Maliens. Nous sommes allés voir les Guinéens pour pouvoir avoir les meilleures conditions au port. Aujourd'hui, tous les produits maliens qui passent ont des conditions que j'ai rappelées, qui sont vraiment des conditions très, très avantageuses. La première chose, les bateaux du Mali ne font pas la queue, ils sont prioritaires au déchargement. Deuxièmement, les frais de Suré-Sari, c'est 1 mois de franchise, tandis que dans d'autres ports, nous sommes à 10 jours. Les frais d'escorte, on ne les paye pas. Les frais de stockage, on ne les paye pas. Donc, il y a tout cela pour Monsieur favoriser... le ministre, autant d'efforts. En tout cas, merci pour toutes ces explications.